Bonjour et bienvenue sur Conscience avec les chroniques de Sébastien Perilla. Aujourd'hui, nous allons parler justement d'un sujet très très intéressant. Un sujet comment je pourrais dire ça? Du style quand tout va à peu près bien, mais que tu sens que tu passes à côté. Avant tout, Sébastien, comment vas-tu bien aujourd'hui? Hello Sophie, ça va bien et toi? Écoute, je vais bien. Mais justement, quand tu dis que Ouais. ça va, ou alors tu essaies vraiment d'éviter de regarder en toi à ce moment-là. Bah déjà, tu vois, avant même de parler de celui qui va répondre ça va, il faut d'abord regarder celui qui pose la question. Parce que dans notre société, le ça va n'est plus une question, c'est une formule de contact, un code social, un bruit de liaison. On la pose pas pour recevoir une réponse, mais on la pose pour maintenir une continuité sociale. Hein, c'est ce qu'on appelle une habitude collective non examinée. Une action répétée sans intention réelle. Elle sert à éviter le silence, mais pas à rencontrer l'autre en fait. Et la preuve, si quelqu'un répond ça va, pardon, si quelqu'un répond vraiment, avec nuance, avec profondeur, avec vérité, le malaise il va s'installer immédiatement parce que c'était pas prévu en fait. Et ça nous dit quelque chose de fondamental sur notre époque. On nous a appris à communiquer sans être présent. Alors on peut dire autre chose que ça va aujourd'hui. Techniquement oui, mais socialement non. Parce que dire autre chose que ça va, c'est rompre un peu le contrat implicite, c'est de ne pas remplir, de ne pas déranger, de ne pas exposer quelque chose de réel. Tu sais, c'est dans la lecture noétique, la question ça va fonctionne comme un filtre. Elle autorise certaines réponses et en interdit d'autres. Elle conditionne l'échange avant même qu'elle n'ait eu lieu, en fait. Et ce que la société attend, ce n'est pas une vérité, c'est une validation mutuelle de normalité, tout simplement. Les je vais bien, bah, ça équivaut à peu près à je suis fonctionnel. Et le ça va, c'est à peu près bah, ça va, je tiens, quoi. Et tant que tout le monde tient, bah, le système continue, tout simplement. Alors, que se passe-t-il réellement au moment où tu dis ça va, quoi? Bah, ça se passe en double, il y a une double évacuation. T'as la personne qui va poser la question, qui va éviter un vrai contact, une vraie présence, une responsabilité relationnelle. Et t'as la personne qui va répondre, lui, bah, elle va éviter une écoute intérieure, une mise en mots authentique, un possible déséquilibre. Et chacun va se protéger, chacun protège quelque chose, pas par méchanceté, mais par conditionnement. On nous a tellement rappelé ici que la vérité, on nous rappelle ici, tu vois, dans tout ça, une vérité simple, ce n'est jamais c'est jamais de, comment dire, euh, ce qui n'est jamais questionné devient invisible. Et dans ce cas précis, si tout ça devient invisible, c'est l'état intérieur réel des êtres humains, en fait. Celui qui dit ça va, qu'est-ce qu'il évite vraiment de regarder? Ce n'est pas forcément la souffrance, c'est pas forcément la souffrance, c'est souvent un désaccord intérieur discret et une sensation de vivre à côté de soi, un manque de clarté, une fatigue existentielle difficile à formuler. Mais quand le cadre social ne le permet pas par cette expression, bah, l'individu ne prend même pas le temps, en fait, il prend même plus le temps de se poser la question, il répond sans rien ressentir, en fait. Donc cette question, en fait, elle révèle que nous vivons dans une société où le lien est souvent superficiel, que le silence est inconfortable, que la vérité intérieure n'est pas vraiment à sa place, en fait. Alors le ça va, bah, ça devient un peu une monnaie d'échange. C'est même pas une parole vivante. Et tant que personne n'ose transformer cette question en vraie présence, chacun bah, va continuer à répondre sans se rencontrer. Et le problème, ce n'est pas de dire ça va, le problème, c'est ne plus savoir ce que l'on ressent vraiment avant de répondre. Alors, donc le jour où quelqu'un va oser répondre autrement, avec justesse, sans drame, tu vois, eh ben, il ne dérange pas, mais il va réveiller, en fait, tout simplement. Alors, justement, à quel moment as-tu réalisé que ta vie était fonctionnelle, mais qu'elle ne te faisait plus vibrer? Alors, ce moment ne ressemble pas à ce qu'on imagine. Ce n'est pas une crise, ce n'est pas un effondrement, c'est souvent un instant très calme.
hein. Tout est en place, le travail tourne, la vie est organisée, les responsabilités sont assumées et pourtant, tu as quelque chose ne répond plus à l'intérieur. La plupart des gens, bah, ils réalisent pas tout ça, pas tout de suite, que leur vie ne vibre plus, en fait. Ils sentent, juste qu'il y a plus rien qui les touche, en fait. Ils ont plus d'élan, plus de joie réelle, juste, une continuité bien huilée, tu vois? Tout est tellement bien structuré et en fait, fonctionner, bah, c'est pas cocher les cases. Enfin, pardon, fonctionner, c'est cocher juste les cases, en fait. Mais vivre, c'est sentir ce que tu en fais, en fait. Et beaucoup découvrent ce décalage au moment où ils atteignent exactement ce qu'ils veulent. Tu vois, par exemple, leur job idéal, la stabilité, la sécurité, le cadre. Et au lieu d'un soulagement qu'ils ont attendu depuis des années, eh ben, il y a juste un silence en fait. C'est un vide un peu qui est pas doux, tu vois, c'est pas un vide douloureux, mais c'est juste un silence intérieur en fait. Et regarde, tu vois, imagine quelqu'un qui conduit depuis des années la même route. Hein, au début, ben, il regarde le paysage, il sent le vent, tu vois, il est présent. Et puis, ah bah, à force de répéter cette même route, bah, lui va continuer à rouler, mais il ne voit plus rien, tu vois. La route, c'est toujours la même, la voiture fonctionne parfaitement, mais lui, le conducteur, bah, il est plus vraiment là. Bah, tu vois, c'est exactement ce qui se passe dans une vie qui devient fonctionnelle sans être vibrante. Bah, on avance en pilote automatique, tout simplement. Ce moment, bah, ça arrive souvent quand tu te réveilles sans impatience, quand les journées se ressemblent trop, quand tu fais, quand tu sais même plus ce que tu fais, toi, tu étais pas présent en fait, tout simplement. Et ben le corps, bah, lui va commencer à envoyer des signaux discrets. Toi, par exemple, une fatigue qui ne passe pas, une tension permanente, une perte d'envie, hein, sans cause, tu vois, juste voilà, t'as plus envie de faire quoi que ce soit. Mais comme tout va bien, bah, les signaux, bah, sont ignorés. On se dit: «C'est normal, c'est la vie» et faut pas, tu vois, en gros, faut pas exagérer quand même, tu vois? Alors, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on continue. Pas pour, parce que, tu vois, reconnaître ça, c'est un peu risqué de remettre en question cette construction qu'on a pu mettre jusqu'à maintenant et bah, beaucoup préfèrent préserver leur structure, quitte à s'éteindre doucement de l'intérieur. Et il y a aussi cette croyance très répandue, tu vois, dans notre société. Si tout va bien à l'extérieur, alors le malaise intérieur, bah, c'est un caprice. Mais ce n'est pas du tout un caprice, c'est juste un signal de désalignement. Tu réalises que tu n'es pas en train de rater tu réalises que tu n'es pas en train de rater ta vie, mais tu es en train de la vivre à moitié, tout simplement. Et ce moment-là, bah, t'appelles pas forcément un grand changement immédiat, mais il appelle à quelque chose de plus subtil, à reprendre contact avec ce que tu mets, ce qui te met encore toi en mouvement. Et ce mouvement, c'est une alarme, c'est une invitation à cesser de confondre la stabilité et la justesse. C'est à écouter ce qui s'est affaibli sans bruit, c'est remettre de la présence là où t'es plus habitué à tenir, là où tu t'es habitué à tenir en fait. Parce qu'une vie peut être parfaitement fonctionnelle et pourtant attendre en silence que tu reviennes simplement l'habiter, quoi. Justement, soyons dans la symbolique, la métaphore. Si ta vie actuelle était une maison bien rangée, mais sans lumière, quelle pièce serait la plus sombre aujourd'hui? Alors, imagine une maison impeccable. Tout est propre, tout est en place, chaque pièce est fonctionnelle. De l'extérieur, tu vois bien, hein, de l'extérieur, elle inspire une stabilité, une sécurité, le sérieux, tu vois. Mais quand tu entres, quelque chose manque, la lumière. Pas parce que les murs sont abîmés ou pas parce que la maison est en ruine, mais parce que certaines pièces bah, ne sont plus habitées, tout simplement. Cette image, bah, tu vois, elle parle profondément par beaucoup de vies d'entre nous, beaucoup de vies d'aujourd'hui, en fait. Des vies organisées, structurées, responsables, mais partiellement désertées de l'intérieur. Les pièces les plus sombres sont pas forcément celles où il y a plus de problèmes, c'est souvent celles où tu n'y vas plus, en fait. C'est celles où tu as fermé doucement, toi, la porte, sans forcément t'en rendre compte, parce parce qu'elle donnait trop de présence, trop de vérité ou simplement trop de temps aussi. Et pour certains, bah, c'est la pièce du couple, par exemple. On s'y croise, on y fonctionne, mais on s'y rencontre plus vraiment. Pour d'autres encore, bah, c'est la pièce du corps, le corps bah, qu'on utilise, qu'on pousse, qu'on entretient parfois.
mais qu'on n'écoute plus forcément. Pour d'autres encore, bah, c'est la pièce du sens. Tu vois, le fait de pourquoi je fais ce que je fais, à quoi ça me relie encore, tu vois. Et parfois, bah, la pièce la plus sombre, c'est celle du désir, plus de désir, pas le désir irréalisable, irréaliste, tu vois. C'est le désir simple, celui d'être plus vrai, d'être plus vivant, d'être plus présent, tout simplement. Et ce qui est important de comprendre, c'est que cette pièce n'est pas sombre parce qu'elle est mauvaise. Elle est simplement sombre parce que tu l'as juste délaissée, tout simplement. Alors avec le temps, eh ben, on apprend à vivre sans entrer dans cette pièce. On s'organise autrement, on contourne la pièce, on s'adapte en fait. Et plus on s'adapte, plus on l'oublie et plus on oublie qu'il est possible de rallumer la lumière. Mais une maison sans lumière finit toujours par devenir lourde à habiter, même si elle est parfaitement rangée. Et est-ce que cette image, tu vois, est-ce que cette image que je viens de parler de cette fameuse maison de pièces, qu'est-ce que ça enseigne en fait? Bah, c'est que le malaise intérieur n'est pas toujours lié au conflit actif, il est souvent lié à une absence de présence. Et remettre la lumière ne signifie pas toujours, ne signifie pas de tout changer en fait du jour au lendemain. Ça commence par entrer à nouveau dans la pièce, tu vois, pour la regarder, la ressentir, sans la juger, ça c'est très important, et sans vouloir la réparer trop vite. C'est la question, et non donc pas heu, n'est pas cette question n'est pas, «Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie?» mais la vraie question, c'est: «Où est-ce que j'ai cessé d'être vraiment, présent dans ma vie, en fait?» Parce que parce que là où tu reviens avec attention, bah, la lumière revient toujours d'elle-même. Qu'est-ce que tu n'oses plus désirer par peur justement de déranger l'équilibre correct que tu t'es construit? Tu sais, il y a un moment dans la vie où on ne renonce pas parce que c'est impossible, en fait, mais parce que c'est inconfortable. Inconfortable pour l'organisation, inconfortable pour l'image, inconfortable pour l'équilibre qu'on a mis des années à construire, en fait. Alors on apprend à désirer moins. Pas moins de choses matérielles, mais moins de vérité, d'intensité, moins de présence, tu vois? C'est ce que beaucoup de personnes, n'osent plus désirer, c'est que beaucoup de personnes n'osent plus désirer aujourd'hui. Ce n'est pas, ce n'est pas, pour avoir une autre vie une autre vie spectaculaire, c'est pour une vie plus juste, en fait. Une vie où elles, n'auraient plus besoin de c'est une vie où ils auraient plus besoin de tout retenir, ils auraient besoin de se retenir, de se cons merde, pardon, de se contenir, de s'adapter en permanence, en fait. Et avec le temps, et ben, on se raconte des histoires rassurantes. Je désire plus ça parce que j'ai mûri ou parce que ce n'est plus important, ou j'ai d'autres priorités, tout simplement. Ça, c'est ce qu'on peut se raconter, tout le temps. Mais parfois, c'est vrai, mais très souvent, c'est une négociation intérieure pour préserver la stabilité, justement. Et imagine quelqu'un qui marche depuis longtemps avec un sac à dos trop lourd. Au début, il sent le poids, et puis après, au bout d'un moment, bah, il va s'habituer. Et un jour, il oublie même qu'il pouvait marcher plus léger, tu vois. Et ce qu'il n'ose plus désirer, bah, ce n'est pas l'abandon du sac, en fait. C'est la liberté du mouvement qu'il a cessé d'imaginer possible. Et le désir euh, étouffé ne disparaît jamais vraiment. Il transforme, il fatigue, il se transforme comment dire, en fatigue justement, en irritation, en perte d'élan. Mais c'est pas forcément une crise. Ce qui retient le plus souvent, ce n'est pas la peur de l'échec, c'est la peur du déséquilibre, de déséquilibrer ce qui tient encore en fait. Alors on choisit le correct plutôt que le vivant. Mais une vie trop correcte finit toujours par devenir étroite, même si elle est plus sécurisante. Ce que cette question, tu vois, vient de révéler, ce n'est pas ce que tu dois changer, mais ce que tu dois cesser ce que tu dois cesser d'autoriser en toi. Le vrai courage n'est pas de tout bouleverser, il est de remettre ce que tu as mis de côté pour rester stable. Et parfois, bah, désirer à nouveau ne demande pas d'agir tout de suite, ça demande simplement d'arrêter de faire semblant, de désirer que le désir n'existe plus. Parce que ce que tu n'oses pas désirer aujourd'hui est souvent exactement ce qui pourrait te redonner de la lumière à ta maison intérieure, en fait. Donc, tu vois, si tout ce que je viens de partager résonne en toi, on se retrouve du coup très bientôt dans une prochaine chronique.
Donc, merci d'avoir pris le temps et si tu as envie d'aller plus loin, bah, je t'invite à me rejoindre sur mes réseaux ou à me contacter. Donc on se retrouve très vite. Donc prends soin de toi. À la prochaine.